Aujourd'hui, je vais vous donner la perspective du travail de recherche que je fais depuis maintenant 15 ans, 20 ans. J'ai quitté l'INSERM en 2001, pas 2013. 2001, j'ai immigré aux États-Unis. Et je vais vous donner une perspective qui est assez différente de la première parce que tout le travail que je vais présenter, c'est mon travail. À part une ou deux publications, je ne suis pas co-auteur, c'est ce que j'ai fait sur ce domaine. Et la psychopathie, la façon dont je l'aborde, ce qui m'intéresse, ou ce qui m'intéressait, c'est dans le milieu carcéral. Donc on a affaire à des psychopathes qui sont incarcérés, et il y a sans doute des différences culturelles et juridiques entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Et donc ce que je vais vous montrer, c'est ce qui se passe, comment on voit la psychopathie, comment on la mesure en Amérique du Nord, ça veut dire les États-Unis, le Canada, bien sûr, et aussi le Mexique. On oublie tout le temps que le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord, et nos collègues mexicains travaillent exactement de la même façon que nous et les Canadiens. Donc, et je remercie le NIH qui a financé mes recherches chez les psychopathes incarcérés depuis 15 ans, et aussi chez les enfants qui ont des troubles de conduite. Mais j'en parlerai pas ici, mais on a fait beaucoup de travaux là-dessus aussi. OK. Alors, mon plan de l'exposé, je vais d'abord commencer par définir à notre façon à nous. Il y aura un overlap, bien sûr, avec mon collègue, mais je vais vous rappeler très rapidement les différentes théories de la psychopathie, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plein, et on n'est pas d'accord. Et c'est bien. C'est comme ça que la science avance. La science avance quand il y a des controverses et qu'on se respecte mutuellement, qu'on apporte des données à nos modèles. Il n'y a pas de théorie de la psychopathie, ça n'existe pas. La psychopathie existe, mais il n'y a pas de théorie. Il y a des théories, je vais vous dire les trois principales, qui n'ont pas beaucoup changé depuis 50 ans. On va s'intéresser au diagnostic tel qu'on l'applique nous aux États-Unis, à son évaluation, et puis on se posera la question qui a été abordée par le précédent orateur, qui est, lui apparemment il a décidé, moi je ne suis pas complètement d'accord, et c'est ça qui est intéressant, c'est la psychopathie est-elle une dimension ou une catégorie, un taxon? Alors là c'est une grosse discussion qu'on a parmi les spécialistes de la psychopathie, et on va voir qu'on n'est pas toujours d'accord là-dessus, et c'est très important. Et puis on viendra à la fin, on se posera des questions, qu'est-ce qu'on a pu apprendre par la démarche qui est la nôtre, qui est une démarche de neurosciences, neurosciences cognitives, bien sûr. Voilà. Et je m'étais dit, si j'ai le temps, puisqu'au départ je croyais que j'avais 2 heures, eh bien je pourrais aussi vous parler de comment on peut détecter des signes précurseurs de la psychopathie chez les tout petits, je ne sais pas si on aura le temps, on verra. Et quand je dis les tout petits, c'est bien avant 10 ans. Il y a des études extraordinaires qui sont faites en ce moment aux États-Unis, surtout à Denver et à UPenn. Pas du tout, c'est pas moi qui ai fait ça. Moi, j'ai fait avec des enfants plus âgés, entre 10 ans et 15 ans, surtout des neurosciences. Mais j'ai beaucoup de collègues psychologues qui travaillent sur les signes précurseurs de la psychopathie chez les tout petits, et ça surprendra quelques-uns. C'est des signes qui sont capables de détecter très très tôt. On parle de bien avant 6 ans. On verra si on a le temps. Alors, les psychopathes. Dans le contexte de l'Amérique du Nord, le taux d'incidence, c'est 1,2% pour les hommes, un peu beaucoup moins pour les femmes. C'est un rapport de 1 à 6 ou quelquefois 1 à 8, et beaucoup plus dans la population générale. En revanche, et c'est pour la raison pour laquelle on travaille, nous, dans le milieu carcéral, dans les prisons de haute sécurité, là, on a 15 à 25% des détenus, surtout les mâles, les âmes, et un peu moins chez les femmes, 8 à 10%. Donc la plupart le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, pour des raisons de concision, portera chez les mâles, c'est les hommes, c'est la même chose, en prison, mais il y a aussi des femmes psychopathes, et on a eu une grinte du NIH, donc on a des données, on a des centaines de cerveaux de femmes psychopathes, et donc on est en train de les publier, et c'est un petit peu plus compliqué que les hommes. Les psychopathes, c'est important pour nous parce qu'ils consomment une quantité disproportionnée des ressources de la justice pénale. Ils sont susceptibles beaucoup plus d'obtenir une libération anticipée parce qu'ils sont capables de manipuler, mais aussi de récidiver. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce que moins d'un an après leur sortie de prison aux États-Unis, les délinquants qui ont des scores de psychopathie élevés sont 3 fois plus susceptibles de commettre un crime violent que ceux qui ont des scores faibles. Donc il y a vraiment un aspect très intéressant sur les scores de psychopathie. La psychopathie, c'est une petite entrée en matière, n'est pas un artefact culturel. Très souvent, on se considère que la psychopathie, c'est normal, ça arrive. Tu as posé, pardon, une question sur peut-être que c'est un avantage évolutif d'être psychopathe. Alors, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on entend par avantage évolutif, parce que pour la théorie de l'évolution, la seule chose qui compte, c'est est-ce qu'on est capable de transmettre nos gènes dans la prochaine génération. C'est la seule
Currency, aidez-moi, je ne parle pas très souvent français. Currency évolutive, c'est la capacité de transmettre vos gènes à la prochaine génération. C'est la seule façon dont on peut mesurer un impact évolutif. Ce n'est pas les richesses, c'est est-ce que vous allez transmettre vos gènes. Donc ça, c'est une question qui est très ouverte, qui est très intéressante. Mais en tout cas, ça n'est pas du tout propre à la société industrielle. Aucune culture ni communauté n'est à l'abri des psychopathes. Je parle des psychopathes qui sont forts en niveau de psychopathie. Il y a plein de travaux qui montrent que les psychopathes existaient dans les sociétés pré-industrielles. Ils sont, on doit dire, omniprésents dans les littératures et dans les mythes, que ce soit Shakespeare ou dans l'Iliade, vous trouverez des psychopathes. Et puis sur le côté, c'est assez amusant, c'est des travaux d'anthropologues qui nous montrent que dans des sociétés très différentes des sociétés industrielles, comme au Nigeria, les Yorubas au Nigeria ou les Inuits qui vivent dans les régions arctiques du Canada, eh bien, ils ont un mot pour définir les psychopathes. Donc, ils ont un mot dans leur langage, dans leur culture, qui sont des cultures très différentes des nôtres et qui existent depuis très longtemps également. Ils savent aussi qu'il y a effectivement des gens qui ont des caractéristiques psychopathiques et ils ont un mot pour ça. Il y en a beaucoup d'autres, j'en ai mis deux parce que je trouvais que c'était amusant, parce que c'est deux endroits vraiment opposés du monde. Alors, les psychopathes, en général, c'est très général ce que je vais raconter, ils sont souvent égocentriques, impulsifs, impitoyables, sans empathie. Ils sont incapables de nouer des relations affectives stables, ils ont une capacité limitée à ressentir la peur, l'anxiété, ils ont très peu de scrupules moraux. C'est ce qui fait l'intérêt que moi j'ai eu. Je suis arrivé à la psychopathie. Moi, ça ne m'intéresse pas spécialement, ni même la criminologie, mais je m'intéresse beaucoup au pourquoi les humains ont un sens moral. L'empathie en fait partie, mais pas que ça, d'ailleurs. C'est qu'un des aspects qui peut aller contre la morale. Et je m'étais dit... ah, ben tiens, on va aller voir les gens qui n'ont pas de scrupules moraux, c'est intéressant, vont nous apprendre quelque chose sur la morale. C'est pour ça que je me suis intéressé aux psychopathes. Le comportement social est souvent une manifestation comportementale des psychopathes, mais pas toujours. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez, vous levez les mains. Et si je dis des choses que vous ne comprenez pas, parce que j'ai mon accent ou des mots que je ne savais pas bien traduire en français, arrêtez-moi, c'est beaucoup mieux si on le fait tout de suite. Une chose qui est peut-être qui va de soi pour vous, parce que très souvent c'est les questions qu'on a dans les cours, en tout cas, peut-être pas dans les conférences, c'est que les tueurs en série ne sont pas forcément différents des psychopathes. Donc très rapidement, un tueur en série, puisqu'on en a beaucoup aux États-Unis, puisqu'on a simplement une grosse population, mais très criminogène, on le sait bien, bien, un tueur en série comme celui qui est très fameux, qui était fameux, qui est Ted Bundy, ils répondent aux critères de psychopathie et ils ont également en général une paraphilie, c'est-à-dire un trouble sexuel comme le sadisme. Alors la motivation de tuer dans le cas des tueurs en série vient d'un trouble sexuel en général et le manque d'émotion, d'empathie, de remords et de culpabilité vient de la psychopathie. En général, on n'a pas les deux ensemble et il peut arriver que la psychopathie est combinée avec une paraphilie. On obtient une personne en fait très dangereuse. Heureusement, il n'y en a pas très peu comme ça. En dehors des films de Hollywood, où vous allez voir ces gens-là qui sont depicted dans les movies, dans la réalité. Et moi, j'en ai vu des milliers de psychopathes en prison depuis 15 ans. Il y en a très peu qui ont les deux. Il y en a. Ils sont très dangereux. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Les théories, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de théories de la psychopathie. J'en prends que 3 parce qu'on peut faire des clusters avec ces 3. Elles n'ont vraiment pas changé depuis les années 50. Pensez au travail de James Blair, il n'est plus en Angleterre, il est aux États-Unis, et c'est la même, il se base sur Lacan. Donc il y a une théorie où en gros l'absence de peur et d'anxiété est l'une des causes des comportements insensibles et antisociaux des psychopathes, vieille théorie, toujours à la mode. Une autre théorie qui a été vraiment développée par Christopher Patrick dans le Minnesota, plus récemment maintenant par Joyner, c'est un syndrome à 3 composantes principales, désinhibition, audace et méchanceté. Ça revient un peu à la triade dont tu as parlé, d'ailleurs on revient à ça. Donc une sorte de dark triad, c'est pas nouveau non plus, ça revient un peu à la mode, mais ça revient surtout dans le monde du coaching et des réseaux sociaux plus que dans la réalité. Et puis la troisième théorie, c'est une théorie qui met l'accent sur un déficit de l'attention qui compromet le traitement de l'information périphérique, y compris les signaux de peur. Donc ça, c'est une théorie qui a été beaucoup développée par Joseph Newman, qui vient de prendre sa retraite. Il a fait tout son travail là-dessus. D'ailleurs, on a collaboré quelques fois là-dessus. Vous voyez, ces 3 théories, vous pouvez dire, il y a un peu du vrai dans chacune des théories. C'est vrai, d'ailleurs, il y a un trouble attentionnel chez les psychopathes, c'est vrai. Ils sont désinhibés, ils sont audacieux et méchants, d'accord. Ils sont immunisés contre la peur et l'anxiété, c'est aussi vrai. Donc, vous voyez, mais en gros, pour vous dire, les théories n'ont pas beaucoup changé.
En médecine légale en Amérique du Nord, donc on a les mêmes références que mon précédent, mon collègue, on considère, en tout cas, dans le monde carcéral, et vous avez toutes les références au bas des diapos de tout ce que je vous raconte. C'est un cluster de personnalité, de traits de personnalité qui est caractérisé par deux facteurs qu'on peut rediviser en deux autres facteurs, mais la plupart du temps, dans le monde carcéral, on n'utilise que deux facteurs parce qu'on a plus de puissance statistique. On a un facteur qui est dit impersonnel, qui est une absence qui correspond à l'absence de culpabilité, de remords, d'empathie, faible attachement émotionnel aux autres, dureté et désinvolture. Au passage, une petite anecdote de la vie du travail, c'est chaque fois que j'interviewe, quand je fais passer le PCLR avec une équipe dans les prisons, donc je l'ai fait plusieurs fois moi-même, je me suis entraîné, j'ai dû avoir une formation, et j'ai toujours été frappé par une chose quand j'interviewe les personnes en prison, d'ailleurs, sur la question, est-ce qu'on doit monter de l'empathie pour les prisonniers ou pour des... Notre attitude, c'est une attitude, je dirais, de neutralité bienveillante. On n'est pas là, ils le savent très bien, on n'est pas là pour les juger, on leur demande de participer à nos études, on a le droit de les prendre et de les scanner, je vais vous montrer ce qu'on fait, et on leur demande leur permission, évidemment, et on les paye, on leur donne un peu d'argent, en général, ils participent tous, parce qu'ils s'ennuient en prison, donc ils sont très contents, et ils savent très bien que moi ou mes collègues ou les psychologues qui viennent les tester, on n'est pas là pour les juger. Ils ont déjà été jugés puisqu'ils sont en prison. On est là pour essayer de comprendre comment ils sont, pourquoi ils sont comme ça. Ils le comprennent très bien, ils ne sont pas plus idiots que les autres. Ils ont des scores de IQ parce qu'on mesure à chaque fois leur intelligence. On fait un test d'intelligence sur chacun des prisonniers et ils sont normaux, ils sont dans la norme, hein, autour de 100. Ils ne sont pas spécialement intelligents ni idiots. Mais ce qui m'a toujours fasciné chez eux, peut-être parce que moi je suis papa aussi, c'est quand je leur demande, parce qu'on sait tout sur eux, j'ai accès à leur dossier sur le site du ministère de la Justice, donc je sais pourquoi ils ont été condamnés, qu'est-ce qu'ils ont fait, on sait tout sur eux, avant même de commencer à discuter ou d'interviewer, ça dure 3-4 heures, et c'est filmé, on sait très bien où ils sont allés à l'école, s'ils ont des enfants, qu'est-ce qu'ils ont comme diplôme, qu'est-ce qu'ils conduisent comme voiture, on sait tout, tout. D'ailleurs, ils mentent tout le temps et on sait qu'ils mentent. Ils savent qu'on sait qu'ils mentent, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de mentir. Ça aussi, c'est une anecdote, ils vont nous raconter. Chez ma licence de pilote, il n'a pas de licence de pilote du tout, mais il va raconter des choses comme ça. Mais ce qui m'a le plus touché, fait écho, c'est cette absence d'attachement émotionnel aux autres, y compris à leur famille. Quand on leur dit, mais ça ne vous manque pas, parce que je leur demande, vous avez des enfants. Ouh, je crois que j'ai une fille là-bas, puis un fils là-bas. Et ça vous manque de les voir? Pas vraiment. Il n'y a pas cet attachement qu'on retrouve chez beaucoup d'autres gens où, quelles que soient nos personnalités ou nos différences, et même chez les délinquants, il y a un attachement aux personnes de la famille, à des amis, à ses enfants. Chez eux, c'est très rare. C'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Le facteur 2, qui est très différent, c'est le facteur de déviance sociale et qui correspond à l'impulsivité, au besoin de stimulation. Vous allez voir que maintenant, on a des données en neurosciences très précises qui expliquent ces deux aspects. Je vais en parler bientôt. Un mode de vie parasitaire et prédatrice qui commence très tôt et un mépris des normes sociales. On a déjà vu tout ça avec notre collègue belge. Alors, on peut prendre ces deux facteurs. Nous, c'est ce qu'on utilise. On peut les recouper en 4 facteurs. Encore une fois, c'est à peu près la même chose. Si vous prenez un modèle à 2 facteurs ou à 4 sur PCLR, ça donne à peu près la même chose. Nous, on préfère, c'est des histoires de statistiques, en avoir 2. On a les 4 si on veut, parce qu'on a plus de puissance. Donc, je ne vais pas passer mon temps là-dessus. Je crois que vous avez déjà vu. Si vous vous intéressez à la psychopathie dans le milieu non carcéral, en tout cas chez nous aux États-Unis, beaucoup d'entre nous, on va utiliser une autre méthode qui est le PPR, qui avait été créé par Scott Lilienfeld, qui est disparu. Et là, c'était un psychologue incroyable, hein, qui était à Emory. Je vous conseille vraiment de lire. Il a écrit des tas de livres, y compris des livres de grand public. C'est un gars qui est un psychologue extraordinaire, très, très critique sur ce que je fais, l'imagerie cérébrale. Et moi, je le connais, je m'entendais très, très bien avec lui. Il avait ce côté très critique, constructif, en disant attention, de ne pas être naïf, c'est pas parce qu'on scanne les gens qu'on comprend mieux, etc. Il avait beaucoup de critiques contre la neuroéconomie. Et hélas, il est mort l'année dernière. En tout cas, vous googlez son nom, je ne sais pas si ses livres sont traduits, quand il est d'ouvrages passionnantes pour les psychologues et les psychiatres. En tout cas, il a mis en place, lui et son équipe, une échelle qui est très différente, qui est beaucoup plus adaptée aux psychopathes non antisociaux, c'est-à-dire ceux qu'on n'attrape pas dans les prisons. Donc, on a une autre façon de les mesurer, on n'utilise pas la PCLR,
en dehors de la prison, dans notre travail en tout cas. Moi, quand je fais des études, rarement avec des non-prisonniers, j'utilise cette méthode. Et comme tu nous l'as dit auparavant, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je vais bientôt finir sur mon introduction générale, ces caractéristiques de la psychopathie, que vous preniez le modèle à 2 facteurs, à 4 facteurs, le PPI, on retrouve vraiment les caractéristiques du psychopathe que Harvey Cleckley avait mis en jour en 1941 par ses observations. Vous pouvez les lire, je ne vais pas vous les lire, c'est un petit peu boring, comme on dit, mais on n'a pas beaucoup avancé sur les caractéristiques. Les caractéristiques de comportement, c'est exactement les mêmes, sauf que maintenant, nous, on les regroupe en facteurs, on fait des analyses en composantes principales, on les corrèle avec des signaux électrophysiologiques ou eye tracking, ce que vous voulez, et finalement, on est retrouvé aux mêmes choses. Et puis, on dit toujours que c'est Harvey Cleckley qui a fait ça, mais en fait, vous le savez mieux que moi, c'est quand même un médecin français qui a été le premier qui a travaillé là-dessus. Vous êtes au courant? C'est un neurologue français à Paris qui a eu le premier l'idée de parler de la manie sans délire. Ça fait honneur à notre pays, n'est-ce pas? OK. Alors, dans le cadre carcéral, 80% pardon, certaines diapos, je ne les ai pas gratuites parce que c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est pas toujours facile. Et 80% des personnes qui sont incarcérées, en tout cas dans les maximum security prison, je pourrais dire aussi medium, donc ça, on a 3 niveaux de prison aux États-Unis, ont le critère de personnalité antisociale. Beaucoup, hein, c'est 80%, 85%. Et parmi ces gens, 25% ont des scores qui sont au-dessus du diagnostic pour les psychopathes. On va en parler, hein, puis l'importance. Et la prévalence, elle est entre 60, chez tous les offenders, les gens qui sont en prison, entre 65 et 85% aux États-Unis. Et la prévalence de la psychopathie est entre 20 et 30% pour les hommes, un peu plus basse pour les femmes incarcérées. Je ne vais pas trop vite. Le problème, c'est que, comme vous le savez, la psychopathie ne fait pas partie du DSM-5. Mais le DSM-5, ce n'est pas une Bible. Rappelez-vous, ce n'est pas une Bible. On s'en fout de la Bible. Mais c'est surtout une méthode statistique de regrouper des symptômes. C'est rien, ça changera tout le temps. On en est au 5A, mais il y en aura un dans 2 ans, etc. Donc il ne faut pas voir ça comme quelque chose de figé. Mais en tout cas, la psychopathie n'en fait pas partie. En revanche, la personnalité antisociale est dans ce groupe. Le problème, et le suivant pour nous, c'est que le facteur 1 de la psychopathie, vous vous rappelez, le facteur interpersonnel, il corrèle simplement à 0,40 avec la personnalité antisociale. Donc il n'y a pas une très bonne corrélation. Je vais mettre tout sur mon truc. En revanche, le facteur 2, qui est le facteur impulsif, recherche de stimulation, alors celui-là est beaucoup plus proche de antisocial personality disorder, parce que là, on a une corrélation qui est à plus de 80, qui est très très forte. Le facteur 2. Je suis désolé, mais mes diapos sont toutes décalées parce que je suis un Mac user et j'ai dû passer à un PC. Donc, dans la population incarcérée, la catégorie antisocial personality disorder, elle est vraiment valide pour le facteur 2 de la psychopathie, mais elle ne l'est pas vraiment pour le facteur 1. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous intéresse, vous allez voir par la suite, c'est le facteur 1 qui est le plus intéressant quand on parle de psychopathie, pour ne pas le mélanger avec tout. Alors, les psychopathes, la plupart ont les 2 aspects, on est bien d'accord. Ils ont les 2, sinon ils ne seraient pas en prison. Mais c'est le facteur 1 qui est le plus intéressant, par rapport à la morale, par rapport à etc. Le comportement criminel, ça c'est une critique. Je me fais des autocritiques en même temps. Je n'ai pas besoin de Scott Lidenfield pour ça, mais il nous a beaucoup aidé. C'est que le comportement criminel est une question qui nous divise énormément aux États-Unis et au Canada. Pour certains d'entre nous, le comportement antisocial est central à la psychopathie. Et je ne dis pas où je suis, ça n'a aucune importance. Et pour d'autres, c'est un épiphénomène qui n'est ni diagnostique ni spécifique à la psychopathie. Donc ça, c'est très très intéressant, gardez ça en tête. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que si vous ne connaissez pas cet article, je vous invite à le lire. Si vous êtes sur Zoom, vous pouvez aussi y récupérer. C'est vraiment un article, c'est long. Vraiment des longs articles. Mais c'est extraordinaire le travail de Jennifer Skim et David Cook, qui sont 2 psychologues. Il y en a, elle est à Berkeley et lui, je ne me rappelle plus où il est maintenant, il a changé. Ces 2 personnes
ont fait un travail considérable il y a déjà un moment pour montrer que l'utilité prédictive ne doit pas se substituer à la validité d'un construit, le construct de psychopathie. Parce qu'ils critiquent la façon dont Bob Hare a fait son PCLR. C'est critiquable. On l'utilise, c'est très utile. On n'a pas grand-chose d'autre pour l'instant de toute façon. Mais ces deux psychologues ont passé vraiment des années là-dessus et ont critiqué en disant Bob Hare mélange un peu les choses. Et si on enlevait le facteur criminel, forcément, on l'a, puisque Bob Hare, il a fait tout son travail de psychologue dans les prisons canadiennes. Il n'a jamais été... Il a passé toute sa vie en prison. Ouais, la journée. On est d'accord. Donc forcément, les gens qu'il voit sont des gens qui sont des criminels. Quand je dis criminel, c'est au sens américain du terme, hein, crime. Pour vous, ça veut dire délit. C'est pas du... Un crime, en États-Unis, ça ne veut pas dire crime en français, hein, ça veut dire délit. Puis parmi les délits, il y a les meurtres, les homicides. Ça, c'est autre chose. Et c'est très intéressant parce que, au passage, vous savez, quand ils ont publié cet article en 2010, donc ils critiquent le PCLR en disant on confond deux choses. On confond le PCLR, c'est une façon de mesurer, mais ça n'est pas la psychopathie. N'est-ce pas? C'est comme si vous dites oh, qu'est-ce que c'est l'empathie? Bah, c'est le questionnaire qui le mesure. Non, non. C'est juste un questionnaire qui permet d'appréhender. Donc, ils ont fait ce travail très critique que je vous conseille de lire. Et petite anecdote, la deuxième, quand l'article a été sous presse, Bob Hare, j'espère qu'il n'écoutera pas ma conférence, Bob, parce que Bob Hare a tout fait pour que l'article ne soit pas publié. Vous voyez que le monde scientifique, médical, c'est la même chose que le monde ailleurs. Il y a des gens qui sont en lutte, il y a des luttes de pouvoir, des luttes de prestige, des luttes d'argent. C'est pareil qu'ailleurs, on n'est pas différent. Il y a des good guys, des bad guys, c'est le monde pareil. Et Bob Hare, je vous promets, il a passé des années à les menacer en disant « Si votre article paraît, je porterai plainte ». Il a voulu porter plainte contre le journaux. Ils ont mis 5 ans à avoir leur article, un article critique, c'est très bien, c'est comme ça que la science avance, à avoir leur article publié, parce qu'il a tout fait pour l'empêcher. Et vous savez ce qui les a sauvés? C'est le rôle, le pouvoir de la presse. C'est quand le New York Times a appris cette histoire, et le New York Times a fait un article en expliquant cette dynamique entre ces deux auteurs et l'auteur canadien qui était en conflit. Enfin, le Canadien voulait les empêcher de publier un article scientifique. Du coup, le New York Times a fait un article là-dessus, et ça, du coup, il a pu moins manœuvrer. Il passait vraiment pour la personne qui poussait un peu son truc. Donc ça, c'est une petite anecdote. On continue. La question qui nous intéresse aussi beaucoup aux États-Unis, et dont tu en as parlé aussi avant, notre collègue, c'est est-ce que la psychopathie est une dimension, une catégorie? Parce qu'on a ces gens dans la vie. J'avais des diapos là-dessus que je les ai enlevés parce que surtout si c'est sur Zoom et que ça va être revu, je ne veux pas avoir d'ennui avec des hommes politiques, surtout aux États-Unis en ce moment. Mais quand même, les petits dessins sont pas mal. Hein. Élargissez les épaules. Il y a des psychopathes qui réussissent, n'est-ce pas? On sait très bien. Et pourquoi? Parce que certains traits de la psychopathie, comme l'immunité contre le stress, c'est des gens qui sont immunes contre le stress. Ils sont audacieux, ils ont du sang-froid. Ce sont des traits qui sont très avantageux dans certains contextes sociaux, comme le monde des affaires, le monde politique, le monde militaire ou le divertissement, chez les acteurs, chez les metteurs en scène. C'est des aspects de personnalité qui vont favoriser une vie adaptée et un succès dans la vie. Donc, vous pourriez très bien nous dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être qu'il y a, ou toi aussi, il y a des psychopathes adaptés à cause de ces traits. Ce n'est pas la psychopathie en tant que telle, mais ces traits sont adaptatifs, c'est un fait. C'est un fait. Et ça, c'est un problème pour nous. C'est intéressant. Les problèmes qu'on se pose, c'est est-ce qu'on voit la psychopathie selon une dimension, entre des gens qui sont très faibles, il n'y a pas du tout de niveau de psychopathie, ou un niveau de psychopathie sévère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'aspect dimensionnel. Ou nous, on met des chiffres, comme vous savez, on aime bien avoir une métrique, mettre des chiffres parce que ça ne résout pas tout, mais on met des chiffres parce qu'on utilise des échelles. Et ce qu'on pense, c'est que, enfin, c'est ce que je pense moi, et je peux tout à fait me tromper, c'est de penser que oui, c'est une dimension, c'est certain, mais quand on en arrive aux gens aux personnes qui ont des scores très élevés, au-dessus de 30 sur l'échelle de la PCLR, alors là, on se pose la question, moi et mes collègues avec qui je travaille, et là, c'est presque une nouvelle catégorie. C'est-à-dire, oui, il y a une dimension
pardon, il y a une distribution dans la population, il y a des niveaux différents qu'on peut retrouver ici si on faisait des tests, mais quand même, quand on arrive à des chiffres très très hauts, vous allez voir les données maintenant, euh, peut-être qu'on n'est plus dans une dimension, on est dans une catégorie. Ça, c'est une discussion qu'on a. Alors, pour expliquer ça, ce que je viens de vous dire, il y a deux modèles concurrents. Je vais vous les passer rapidement, et après, on va passer aux neurosciences. Il y a un modèle qu'on appelle un modèle infraclinique. Je parle de cet aspect de psychopathie adaptée, n'est-ce pas? On a des psychopathes adaptés. Ce n'est pas que chez les républicains. Hein. Il y en a partout. Non, non, c'est vrai. Et chez vous aussi, vous en avez beaucoup. Hein. Tous les partis. Dans tous les partis, tous les partis. On a une expression, donc il y a un modèle qu'on appelle infraclinique, où c'est une expression qui est légère, dans laquelle les individus moins gravement touchés font peu de transgressions sociales, mais les caractéristiques de personnalité sont les mêmes que chez ceux qui sont sévèrement atteints. Donc c'est un niveau moindre. D'accord? Puis il y a un autre modèle qui est très différent, c'est ce qu'on appelle l'expression modérée, dans laquelle la psychopathie adaptée et psychopathie non adaptée proviennent de la même étiologie, c'est la même chose, mais il y a des facteurs qui modérateurs, si vous êtes des psychologues, vous savez plus de choses que moi, ces facteurs modérateurs, par exemple l'intelligence, d'avoir une haute intelligence, qu'ont nos leaders politiques, ils ont des IQ en général très hauts, c'est vrai, contrôle de ses impulsions, donc de ne pas être impulsif, d'avoir un niveau d'intelligence élevé, et un bon statut économique peuvent influencer l'expression de l'empathie. Donc, ces personnes ont des traits de psychopathie, excusez-moi, pas d'empathie, mais ils sont modérés par d'autres aspects. Du coup, ils peuvent se contrôler et ils auront plus de succès dans la vie parce qu'ils vont faire attention, ils ne sont pas impulsifs. L'impulsivité, ça détruit aussi des carrières. OK. Alors, avant de commencer sur des données très concrètes, voici les challenges que auxquels nous faisons face dans le monde carcéral aux États-Unis. Les psychopathes, nous, c'est comme ça qu'on les voit. Depuis ma 15 ans, je lui dis, j'en ai vu des milliers, ou scanné des milliers, on n'a pas vu des milliers, mais vraiment scanné des milliers, c'est vrai, on a, je crois, 6000 scans maintenant, hommes et femmes. C'est très intéressant parce qu'ils ne sont ni désorientés, ni déconnectés de la réalité, pas plus qu'ils ne ressentent de délire, de hallucination ou de détresse subjective. Très différent des autres prisonniers que je vois. Ils sont rationnels, ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils ne souffrent pas en milieu carcéral, contrairement aux personnes dépressives et anxieuses. Ils ne sont ni anxieux ni dépressifs. La dépression, c'est vraiment pas quelque chose chez les psychopathes. Alors, je ne dis pas qu'ils sont heureux d'être en prison, ils feront tout pour en sortir comme nous tous. Personne n'a envie d'être en prison. Et d'ailleurs, ils arrivent très bien à avoir des libérations anticipées, comme je l'ai dit. Ils arrivent beaucoup mieux que les autres, parce qu'ils sont plus malins. Mais, très intéressant, ils ne souffrent pas tellement, ils n'ont pas de souffrance subjective. Bien sûr, ils ne veulent pas que personne ne veut être en prison. Mais quand je leur demande, encore une fois, vous aimeriez... Les autres prisonniers qui ne sont pas psychopathes, ils souffrent d'être isolés du monde social. Eux, encore une fois, ils ne sont pas heureux. Ils ne souffrent pas du tout de la même façon. Donc il y a un niveau de souffrance subjective qui est très, très différent quand vous avez une personnalité qui est vraiment psychopathique. Voilà les challenges. Alors maintenant, j'en arrive à mon travail, qui est un travail de neurosciences médico-légales, je ne sais pas si c'est écrit comme ça en français. Donc c'est avec le ministère de la Justice, dans les prisons de haute sécurité. Et je vais vous montrer pourquoi c'est important, parce que 80% des psychopathes, comme je l'ai presque dit tout à l'heure, récidivent au bout de 3 ans, quand ils ont commis des crimes et des homicides. 78% des psychopathes le sont, quand ils sont emprisonnés, c'est parce qu'ils ont fait des offenses, excusez-moi pour mon franglais, violentes. Bon, il ne s'agit pas de voler un sac, hein. D'accord 54% aux États-Unis des psychopathes, 54% des officiers de police qui ont été tués dans leur métier, dehors, l'ont été, line of duty, comme on dit, l'ont été par des psychopathes. Énorme. C'est quasiment 1 sur 2. Quand ils ont été tués, celui qui a tué, c'est un psychopathe. Un non-psychopathe, en général, ne tue pas un policier. Enfin, attention aux conséquences de leurs actions. Et puis, dernier aspect qui vous intéressera peut-être, c'est que 29% des psychopathes incarcérés sont aussi des sex offenders. Donc, c'est toutes des bonnes raisons de s'intéresser à comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau. Alors voilà, ça c'est l'Amérique. L'Amérique sauvage, mais le bon côté de l'Amérique. Mais oui, je ne sais pas si vous pouvez faire ça en Europe. Nous, notre question, c'était il y a 20 ans, c'est difficile de prendre des psychopathes qui sont des gens dangereux, je parle des gens qui sont au niveau de psychopathie dans des prisons de haute sécurité et les amener à l'hôpital de l'Université de Chicago où je peux les scanner.
On a 10 scanners, on peut les scanner, il n'y a pas de problème. Mais ils ont des chaînes, il y a des tas de choses comme ça, il faut des gardes armés, etc. Ça coûte très cher d'amener en avion. Après, vous comprenez quoi. Et après, on s'est dit, enfin, c'est pas moi il can kill, by the way. C'est lui qui est le premier qui a été fait. Il dit, oh, on ne peut pas amener les psychopathes à l'hôpital. Eh bien, on va amener le scanner dans la prison. Eh bien, voilà. On a eu l'argent et on a un scanner Siemens dans un camion. Et on conduit notre camion dans la prison. Voilà. Donc, on a l'accord du ministère de la Justice, l'accord du gouverneur de l'État, l'accord du chef de la prison, l'accord des gardiens de prison. On demande tous ces accords. Et l'accord des prisonniers pour leur demander si on peut les scanner. Voilà. Donc, voilà, tout ça, c'est comité d'éthique, ne vous inquiétez pas. On ne fait aucun mal, au contraire, ils sont ravis de participer. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, je vais vous montrer plein d'études maintenant, peut-être un peu rapidement, mais vous pourrez revenir sur la vidéo. On va garder ce plan d'analyse qui est relativement simple, mais qui peut nous aider beaucoup, avec nos deux facteurs, rappelez-vous, de la PCLR, le facteur 1, qui est un facteur de froideur émotionnelle, d'absence d'attachement à autrui. Le facteur 2, c'est un facteur d'impulsivité et de besoin de stimulation. Et puis, on va regarder, en fonction de ça, c'était pour ça qu'il y avait une petite animation, les anomalies anatomiques qu'on peut trouver et les anomalies fonctionnelles. Vous allez voir. Alors, les anomalies anatomiques, après, je vous donnerai des études très, très précises pour vous montrer comment ça marche. Il y a plein d'anomalies morphologiques qu'on retrouve en psychopathie. Il y a en général, encore une fois, comme j'ai mis dans mon résumé, il faut faire attention parce que il ne s'agit pas de choses qui sont black and white, c'est des degrés. Et on est capable de faire ça parce qu'on a des gros groupes pendant très longtemps. Toutes les études qui étaient faites en neurosciences avec des psychopathes incarcérés, c'est des groupes de 10 personnes, de 8, 10, 20. Nous, c'est pas ça, c'est 600, 3000, on a des groupes énormes. Alors, grâce à ça, on obtient des résultats. Mais il faut quand même être modeste et de se dire, la plupart de ces variations sont des variations statistiques qui sont modérées et faibles. Il est impossible de prendre une personne, de la scanner et de dire, voir son cerveau va me déterminer si elle est psychopathe ou pas. Ce n'est pas possible. Donc, il faut bien rester, encore une fois, modeste. Ça ne veut pas dire que ce qu'on fait n'a pas de valeur. Et ça montre qu'il faut faire attention. Donc, je vais dire réduction du volume de l'amygdale. Oui, excusez-moi. Vous pouvez reparler. Oh, pardon, oui, je dis scanner au sens. Alors, nous, on utilise un scanner IRM, c'est de l'IRM fonctionnel. Donc, on peut faire avec l'IRM fonctionnel, comme vous savez. J'imagine que vous savez déjà tout ça. On peut faire de l'anatomie, on peut regarder donc la matière grise, on peut regarder la matière blanche, on peut faire de la connectivité, je vais vous en parler, et on peut faire de la fonction, on peut faire les trois choses. Et puis après, on fait du machine learning, puisqu'on a beaucoup de cerveaux. On peut analyser nos ennemis, par exemple, avec des gros nombres comme ça, des milliers de cerveaux dans les prisons. On peut déterminer par machine learning si c'est une femme ou un homme. Ça, c'est 90% de chances de ne pas se tromper. Prenez un cerveau, machine learning vous dira ça, c'était une femme, ça, c'était un homme. Pas mal, d'accord? OK, on continue. On a une réduction du volume de matière grise dans le sillon temporal supérieur. Vous l'appelez peut-être TPJ ici. Une augmentation du striatum au niveau de son volume. Je vais vous montrer ça avec précision. Et puis, quelque chose qui est fondamental, qu'on retrouve chez les psychopathes et aussi chez les enfants qui sont peut-être qui vont développer la psychopathie. Oui, on est prudent, parce qu'on ne dit pas psychopathe avant 18 ans. Mais tout ça, c'est des histoires juridiques. Ce n'est pas de la science. La science, ce serait de dire quand est-ce que la psychopathie peut être détectée, à quel âge, et sans avoir la prudence de dire oh, avant 18 ans, on ne dit pas le mot, après on peut dire. OK? Mais ça, la réduction de ce faisceau uciné, on dit uciné, vous me reprenez? Unciné, merci. C'est quelque chose qu'on va retrouver aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Exemple, je vais vous donner quelques exemples d'études très précises. J'ai encore une demi-heure, c'est ça? Ça va? Voilà. Donc ça, c'est une des études, c'est pour vous montrer, je vais tout mettre dessus, comme ça je suis tranquille. C'est une étude où on a focalisé sur le striatum. Le striatum, vous savez que ça faisait partie du circuit, le circuit du plaisir, le circuit de la récompense, du renforcement. Si vous fumez des cigarettes à la pause, eh ben, c'est que la nicotine vous procure du plaisir et vous avez un signal dopaminergique qui va transiter par le striatum et d'autres régions et qui fait qu'on a envie de faire ce qui nous fait plaisir. Ça peut être du sucre,
la cocaïne, mais ça aussi peut faire mal aux autres, n'est-ce pas? Et donc là, on mesure très précisément plusieurs noyaux du striatum, parce il y a plusieurs noyaux différents dans le striatum. On s'intéresse alors comment ces noyaux du striatum sont connectés sur le plan fonctionnel et anatomique au cortex préfrontal, qui régule le striatum, et au cortex ventromédian, dans lesquels il y a des neurones qui codent la valeur subjective de ce que vous aimez. Quoi d'autre? On contrôle toujours, dans toutes nos études, je ne vais pas répéter, on contrôle toujours l'âge de nos sujets, parce que l'âge va jouer sur le cerveau. Leur race, ça ne se dit pas en France, j'ai bien compris. Alors vous allez dire ethnicité. Nous, aux États-Unis, on doit, c'est obligatoire, fédéralement, et on demande aux gens, est-ce que vous êtes blanc, noir, asiatique, indien? C'est pas un gros mot. Ici, je sais que c'est différent, d'accord? Alors, nous, on dit race. On fait un IQ chez tous nos sujets, tous nos prisonniers, on mesure leur intelligence et leur consommation de drogue, parce que tous les prisonniers consomment de la drogue, des drogues, pardon, des substances, et donc qui ont un effet sur le cerveau, comme on le sait. Et donc tout ça, c'est contrôlé. Donc quand je vous montre des résultats, ça a été contrôlé pour tous ces aspects-là. Et ce que vous voyez, je ne sais pas si on voit bien ici, c'est que plus ces prisonniers ont un score élevé sur le facteur 2 de la psychopathie, vous vous rappelez, impulsivité, recherche de simulation, ça paraissait logique, plus ils vont avoir un élargissement du striatum, ils vont avoir un striatum qui est encore plus important, qui a plus de neurones, et donc qui correspond bien à ce besoin de stimulation. Donc, ils ont, comme c'est marqué sur la légende, ils ont un striatum qui est beaucoup plus gros que les individus qui sont moins psychopathes. Parce que aussi l'avantage de ce travail que je vous présente ce soir, c'est que nos contrôles, ce n'est pas des étudiants des étudiants d'université. C'était ça avant. On contrôlait des prisonniers versus des non-prisonniers. Alors là, on ne sait plus ce qu'il faut contrôler. Parce que d'être en prison, ce n'est pas simplement parce qu'ils ont fait un délit. Nos contrôles, c'est d'autres prisonniers, mais qui n'ont pas de psychopathie, ou trop moins. Donc on a une meilleure façon de contrôler ce qu'on fait. Je ne vais pas trop vite. Où j'en suis là? On va continuer sur ce sujet. Donc là on était dans l'anatomique et le fonctionnel. Et c'est toujours pareil d'ailleurs. C'est une autre série d'études qui montre que quand on compare, oui, il faut que je me remette dans le bain, quand on compare la circuiterie qui est impliquée dans le plaisir, la recherche de stimulation, le circuit vous l'appelez du plaisir, c'est ça? Il n'y a pas un autre nom? Merci, de la récompense. Et qu'on s'aperçoit qu'il y a des distinctions très importantes par rapport à des individus qui ont aussi des problèmes d'impulsivité, parce qu'il y en a dans la vie de tous les jours, beaucoup, mais qui ne sont pas psychopathes. Et on a des circuits qui sont très différents. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire les deux groupes, psychopathes et non psychopathes, ont des problèmes d'impulsivité, dans ce que je vais vous dire ici, dans cette étude, mais ces problèmes d'impulsivité s'expliquent par des caractéristiques neurales et connectives qui sont très différentes. Vous voyez, la puissance des neurosciences, ça ne réduit pas des choses de façon forcément simple. Quelquefois, ça montre que c'est même encore plus compliqué qu'on pensait pour faire ça, n'est-ce pas? Donc, on sait qu'il y a des nœuds de matière grise, c'est-à-dire de neurones dans le midbrain, dans le tronc cérébral, dans le ganglion de la base, dans le thalamus, dans les cortex moteurs et préfrontaux. Ces connexions sont importantes parce que on va pouvoir les mesurer, ce qu'on a fait dans l'étude précédente. Et vous savez, c'est ce circuit qui est impliqué également dans la production de monoamines, dont la dopamine, la sérotonine, etc. Donc encore une fois, c'est cette idée qu'on a pu trouver par ces études que l'impulsivité avait des bases neurales dans ce même circuit, pas ailleurs, relativement distinctes. Et on peut modéliser mathématiquement, je vais prendre en détail, on peut faire ces modèles mathématiques pour chacun de ces profils. Et ce modèle mathématique va être très spécifique au fait que ce sont des psychopathes, en prison en tout cas, ou des gens qui ne sont pas psychopathes mais qui sont impulsifs. Le petit voyou qui pique le sac, etc., c'est très souvent impulsif. Il y a un sac, c'est la tentation. Personne ne me regarde, il n'y a pas de policier, je le prends. C'est impulsif. Pas un psychopathe pour autant. Donc ça, je crois que je l'ai dit. Ah oui, donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est de montrer que ce que je vous ai dit, pour finir,
c'est quand vous regardez la substance grise et la connectivité dans ce circuit, eh bien, on a des différences non pas de degrés, cette fois-ci, encore une fois, ce n'est pas une dimension, on a des différences de kind, de catégories. On a vraiment deux catégories différentes, psychopathes, non psychopathes, les deux en étant impulsifs sur le facteur 2. Alors, on n'utilise pas le facteur 2 de PCLR quand on s'intéresse à l'impulsivité chez des non-psychopathes. Vous le savez sans doute mieux que moi, si vous êtes des psychologues cliniciens ou des psychiatres. Vous avez d'autres méthodes. Je crois qu'il y a une méthode qu'on appelle le BAS, je ne sais pas comment vous dites. Vous avez des questionnaires spécifiques. Il y avait des tâches en neuropsychologie, vous savez, qu'on peut faire sur les computers, où il faut appuyer, puis gonfler un ballon, s'arrêter avant qu'il explose. Il y avait plein de méthodes maintenant extraordinaires en neuropsychologie cognitive que vous faites. Alors, c'est ce qu'on utilise pour les populations non carcérales. Et puis, par contre, dans les prisons, nous, on utilise la PCLR. Donc, c'est vrai qu'on ne compare peut-être pas exactement la même chose. Ceci dit, les études qui montrent, quand on compare les échelles que font les psychologues et les psychiatres à l'extérieur et le facteur 2 chez le facteur 2 de la psychopathie, il y a une corrélation de 0,80. C'est très corrélé. Donc, c'est rassurant. On mesure bien la même chose et ça ne provient pas des mêmes circuits ou de la même façon. Les circuits ne répondent pas de la même chose. Alors, on va arriver au fascicule inciné. C'est ça que j'allais dire, inciné. Donc, je vous rappelle ce que c'est. Je vais vous montrer cette petite, si j'ai le temps, de montrer cette petite vidéo, si ça marche, pour vous rappeler des petites bases de neuroanatomie quand vous étiez étudiant. Vous rappeler ce que c'est. Donc, ça, c'est des études qu'on fait souvent. Il n'y a pas de son, c'est pas la peine, mais vous voyez un petit peu, ça montre en 3D. C'est ce faisceau de matière grise qui va connecter le lobe temporal, dont l'amygdale, avec le cortex préfrontal. Donc c'est un faisceau important, c'est comme une autoroute d'information qui connecte l'amygdale et le cortex temporal avec le cortex préfrontal, c'est-à-dire les informations de l'amygdale, ce n'est pas du tout que la peur, c'est ce qui est salient, ce qui est saillant dans l'environnement. Ça peut être quelque chose de positif ou de négatif, c'est quelque chose qui va être détecté très tôt grâce à nos noyaux amygdaliens, et cette information va être envoyée au cortex préfrontal, traitée, etc. Voilà que ce n'est pas que la peur, ça peut être la joie, des choses intenses émotionnellement. L'amygdale, c'est son job, c'est son rôle, c'est détecter dans l'environnement social ou physique ce qui est saillant. Évidemment, si c'est quelque chose de négatif, vous avez besoin de le traiter pour survivre. Donc c'est ça. Regardez cette belle étude, où là, c'est un petit groupe, 147, mais maintenant, il y en a peut-être 600, et on a 147 prisonniers dans une prison de haute sécurité. Et quand on regarde par DTI, donc on regarde l'intégrité de ce faisceau inciné, vous voyez, il y a une énorme différence entre les prisonniers qui ont des scores faibles en psychopathie. Là, c'est la PCLR Total Score, on mélange les deux, après, quelquefois, on les divise, et les prisonniers qui ont des forts taux, rappelez-vous, quand je dis forts taux, partout, dans toutes mes diapos, c'est au-delà de 30. L'échelle de R, ça va au-delà de 30. Et je vous ai dit, pour nous, et bien sûr que c'est critiquable, ces gens qui ont au-delà de 30, dans les scores, ils sont un peu spéciaux, même sur le plan anatomique. Au niveau de groupe, bien sûr, pas d'individu. On n'est pas capable de faire ça au niveau d'individu. On sera un jour, mais pas aujourd'hui. Vous voyez, là, il y a une énorme... Le graphe bleu et orange, il y a une différence vraiment importante. Donc, quelque chose de particulier. Ça veut dire qu'ils ont une réduction de ce faisceau. On retrouve la même chose chez les garçons et les filles qui ont des problèmes comment vous dites, de conduite et qui sont aussi callous unemotional. Comment vous traduisez ça, callous unemotional? Merci, tu as raison. La froideur émotionnelle. C'est ceux-là qui vont avoir plus de probabilité à peut-être devenir psychopathe le jour où on a le droit de dire le mot. Parce qu'en fait, quand on regarde avant, il y a des signes très très clairs. On peut se tromper, c'est vrai qu'il faut faire très attention. OK ? Maintenant, passons aux anomalies fonctionnelles. Il y en a beaucoup. Alors, ces anomalies fonctionnelles, j'ai essayé de lire parce que moi, d'ici, je ne vois pas grand-chose. Mais en gros, j'ai essayé de regrouper. Il y a quelque chose qu'on trouve régulièrement chez tous les psychopathes, en tout cas incarcérés, il y a un traitement superficiel des expressions de peur et de tristesse. Quand ils voient des visages, ils entendent une voix ou des stimuli qui véhiculent un signal de peur ou de tristesse, ils ont du mal, oui, ils le traitent beaucoup moins bien que nous. Nous, on le détecte très vite, ça a un impact sur nous,
Quand on, je ne sais pas, prendre quelque chose de très concret, vous avez un argument avec votre partenaire, votre femme, votre boyfriend, whatever, et puis quelquefois on parle trop vite, on s'est énervé, on voit sa partenaire avoir des larmes dans les yeux, ça c'est un signal, n'est-ce pas? C'est un signal qu'on détecte très bien. Alors peut-être dans le moment de passion, on ne le voit pas bien, mais la plupart d'entre nous, au bout d'un moment, et très vite, on se dit, oulala, j'ai parlé trop fort, je suis allé trop loin. On détecte ce signal et ce signal modifie notre comportement. Eux, ils ne sont pas capables de ça. On va voir pourquoi. Euh, Ils ont une réaction de sursaut. Si je fais ça, il y a une réaction de sursaut. C'est tout simple, c'est un réflexe, on va dire. Cette réaction de sursaut, il est beaucoup plus faible chez les psychopathes. Ils ont des réponses aussi réduites dans leur système nerveux autonome. C'est qui contrôle la respiration, la digestion. Vous avez le système sympathique, parasympathique, on ne va pas entrer dans ces détails. Et en gros, en général, peut-être l'ensemble de ces phénomènes, ou caractéristiques, ce n'est pas un phénomène, font qu'ils ont une gestion très froide de l'émotion. Ils sont froids émotionnellement. Et même sur le plan des émotions positives, c'est pas que négatif. Il y a une froideur émotionnelle qui est là. Alors quelque chose qui est troublant, moi j'aime bien me faire pas des critiques, mais montrer qu'on ne sait pas tout, il y a beaucoup de choses qui sont pas encore cohérentes, et heureusement c'est pour ça qu'on continue à travailler, qu'on a tous besoin de travailler ensemble, c'est que contrairement à ce qu'on pense, ils ont donc, si vous mesurez le système nerveux autonome, vous savez comment vous faites. Vous mettez deux électrodes, etc. Vous faites ce qu'on appelle la réaction cutanée, on appelait ça autrefois et des choses comme ça. Et moi, je m'étais dit, moi et mes collègues, on s'était dit, ah, ben alors si on fait de la pupillométrie, vous savez, on fait toujours du eye tracking dans le scanner, on peut mesurer la dilatation de la pupille. La dilatation de la pupille, elle est due à des tout petits muscles qui sont autour de votre iris, et des tout petits muscles qui sont innervés et connectés au système nerveux végétatif. C'est pour ça qu'on a des pupilles qui se dilatent ou qui se contractent, qui permettent de capter de l'information. Donc, les changements de pupille, c'est avant tout un mécanisme qui permet de capter plus d'attention, c'est purement attentionnel. Donc, si vous avez besoin d'avoir plus d'attention, vous allez réduire, ça a plus d'informations, vous pouvez traiter, vous allez trier l'information. Et c'est aussi lié aux émotions. Et donc, vous avez c'est très connu, des réactions à la peur ou à la joie, à l'orgasme, etc. On peut mesurer ça par pupillométrie. Et j'ai été très surpris de voir que la plupart des travaux montrent que ça ne donne rien du tout chez les psychopathes. Utiliser la pupillométrie ne va pas vraiment nous aider. Et ça, c'est un peu bizarre parce que ça devrait être compatible avec ce que je vous ai dit. Le système nerveux végétatif est beaucoup moindre et beaucoup plus bas en réponse à des stimuli émotionnels. Donc, on devrait pouvoir le détecter dans les pupilles. On ne peut pas. C'est pas, en tout cas, on peut, mais c'est pas très cohérent ce qu'on trouve. Vous voyez, il y a beaucoup de choses encore à faire. Ça, c'est des stimuli que j'ai faits donc dans mon travail, dans les travaux qu'on fait quand il s'agit de s'intéresser aux réactions, on va dire, émotionnelles. On a dû fabriquer des vidéos. C'est plus attractif pour nous de voir des vidéos plutôt que des mots. Donc, j'ai toute une série de vidéos. Vous voyez, il y a des hommes, des femmes de différentes ethnicités, différents âges, etc., et qui expriment des émotions ou qui font des actions. Vous allez en voir d'autres. Et je vais vous revenir là-dessus. Il y a quelque chose de très particulier, c'est à travers toutes les études que nous avons faites, notre groupe, Can Kill et moi-même, la plus importante différence entre les prisonniers non psychopathes et très psychopathes, c'est dans ces régions que vous voyez ici, surtout le cortex orbitofrontal ou ventromédian. Vous avez en anatomie, quelquefois on a deux mots pour la même chose. Comme ça, c'est l'histoire de la neuroanatomie humaine. Et les individus qui sont psychopathes, en général, ont beaucoup moins d'activation du cortex préfrontal médian. Quelle que soit la tâche qu'on va faire, on va revenir là-dessus et peut-être se poser la question, qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça, c'est pas mon étude, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, parce que c'est pas moi qui l'ai faite, mais je trouve que c'est très intéressant. C'est une étude récente qui n'est pas faite avec des individus incarcérés. Je crois que c'est un groupe hollandais. Les Hollandais font des choses passionnantes en ce moment, en psychopathie, non pas dans les prisons, mais dans la population. Il y a un super groupe en Hollande. Vous pouvez regarder, vérifier d'où ils sont exactement. Donc, ils ont un article très intéressant chez les psychopathes non incarcérés, c'est-à-dire des gens dans la vie de tous les jours, où ils montrent que les traits psychopathiques sont associés avec une réduction de leur sensibilité à la douleur. Bon, ça, on savait, pas très nouveau. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils montrent que même chez des personnes non incarcérées,
ils sont incapables d'apprendre quand vous faites un renforcement négatif. Si vous, par exemple, vous me demandez d'apprendre une liste de mots, de la mémoriser, et quand je fais une erreur, vous m'envoyez un petit choc électrique, minimum, pas me faire mal, mais sans que c'est pas agréable. Voilà, on va dire, hein, c'est ça. Un renforcement négatif, en général, on apprend. Si par exemple, je fais une mauvaise conférence et que toi, tu dis à la fin, Jean de Séti, on ne verra plus jamais ce gars. Voilà. Ben, ça me fera du mal quand même. Je n'ai pas envie de me dire qu'est-ce que j'ai pu faire ce jour-là pour que j'ai un feedback aussi négatif. Ce n'est pas agréable. En général, on répond au feedback négatif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de feedback positif, hein. Ça, c'est un autre débat. Parce que je sais qu'ici, il y a beaucoup de discussions sur éducation positive avec feedback négatif ou positif. Mais quand même, vous êtes d'accord, feedback négatif, en général, ça permet d'apprendre. En tout cas, d'éviter de ne pas faire la même bêtise. Ça ne marche pas chez eux. Et ça, très intéressant, parce que quand j'ai vu l'article de nos collègues hollandais, je me suis dit, ouh, ça me rappelle une étude que j'avais faite, moi, il y a pas mal d'années, avec des collègues. C'est des adolescents incarcérés. Ici, ce sont pas des adultes, ils sont adolescents incarcérés. Et nous, ce qu'on avait fait, on avait mesuré leur threshold, leur seuil à la douleur physique. Hein. Vous savez comment on fait? On met la main dans un bucket de ice avec de la glace, et on vous dit, gardez votre main le plus longtemps possible, aussi bête que ça. Vous pouvez donc mesurer votre seuil à la douleur. Et on a des seuils différents. Et donc, gardez la main le plus longtemps possible. Voilà, puis au bout de 5 minutes, comme l'eau est à, je sais pas moi, 0 degré, bah, ça fait mal, vous enlevez la main. Donc on peut mesurer comme ça. C'est une façon de faire ce qu'on appelle le cold pressure task. Mais il y a d'autres façons de faire avec l'électricité. Eh bien, ils ont des seuils très différents. Les psychopathes n'ont pas les mêmes seuils, ils ont des seuils plus élevés à la douleur que les non-psychopathes. Ils ne ressentent pas la douleur physique de la même façon que les non-psychopathes. Et c'est très intéressant parce qu'on retrouve ça dans cette étude qu'on avait faite. On avait fait la douleur perçue, physique, somatique, la nociception si vous préférez. On avait fait la réponse à la douleur d'autrui, l'empathie si vous préférez, dans la même étude, et on avait fait de l'électroencéphalographie, et on montre dans cette étude que il y a une énorme différence qui arrive très tôt, à 120 millisecondes après l'arrivée de la douleur. C'est rapide, hein, 120 millisecondes. On arrive à détecter une différence énorme entre les jeunes, ça c'est les adolescents, je ne me rappelle plus quel âge ils ont, à 14 ans, 18 ans, vous le voyez, à la douleur, et on retrouve donc les seuils de douleur sont différents, l'empathie à la douleur de l'autre différent, vous en doutez, et également, dans le tracé EEG, on s'aperçoit le traitement de la douleur pour soi, la douleur qu'ils reçoivent. Ils n'ont pas du tout la même, à 150 millisecondes, on est capable de distinguer ceux qui sont, on revient, froideur émotionnelle, pour reprendre le truc. Alors ça, c'est toute une autre série d'études. Je vais peut-être passer un tout petit peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup de choses sur la diapo, on aurait pu la faire en 2 parties. On va commencer par le milieu. Ça, ce sont des vidéos, donc c'est beaucoup de gens, vous voyez, presque 400. Dans cette étude, 400 hommes, il n'y a pas de femmes. Les femmes, on les fait toujours à part. Hein. Le sexe est une variable très importante, comme vous le savez, en biologie et en médecine. Le sexe est très, très important. Pas le genre, le sexe. En médecine, vraiment, surtout pour la douleur d'ailleurs. Les femmes n'ont pas les mêmes seuils de douleur que les hommes. Les femmes ne répondent pas à la morphine de la même façon, aux mêmes doses de morphine que les hommes, n'ont pas les mêmes seuils pour des raisons de densité de cellules. Et ça, il faut le dire, parce qu'on continue en médecine à croire que les hommes et les femmes, c'est la même chose. Et donc, on fait les mêmes traitements. Et les femmes souffrent plus que les hommes. Parce que quand on leur donne une dose de morphine, on oublie, ben oui, c'est pas un homme, c'est une femme. Donc ça, c'est intolérable de continuer à dire qu'on regarde les gens indépendamment de leur sexe. Le sexe est important aux États-Unis. Si on ne prend pas la variable sexe sérieusement dans nos études, le NIH ne nous finance pas. On est obligé de le mettre. Alors, on regarde au milieu. Nous avons fait des vidéos courtes qui sont soit des vidéos qui montrent une expression, comme vous voyez cette personne, qui a une expression de douleur. Alors, vous la voyez sur une image, mais c'est une vidéo. C'est encore beaucoup plus émotionnellement prenant. Ou vous voyez des petites interactions, comme vous voyez, par exemple, une personne qui donne un coup de pied dans la tête d'un clochard qui fait la manche devant une église. Donc, on a fait toutes ces petites vidéos. Ou quelqu'un qui arrive derrière cette jeune femme pour l'étrangler. On a différents niveaux, on a des centaines de petites vidéos comme ça qu'on a utilisées maintes fois pour faire de l'IRM, de l'EEG, tout ce que vous voulez.
Et si vous voulez mes vidéos, envoyez-moi un email, je serai ravi de vous les partager. Tout ça, c'est pour vous. Tout ce qu'on a, c'est gratuit, et vous pouvez tout faire ce que vous voulez, y compris les données, si vous voulez. Ensuite, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment les individus réagissent à ce genre de vidéos, d'émotions ou d'interactions négatives, n'est-ce pas, en fonction de leur degré de psychopathie sur l'échelle de la PCLR. C'est ce que vous allez voir dans les graphes que vous voyez. Donc, quand vous voyez en haut, vous voyez, ça, c'est comment l'activité dans le cortex préfrontal ventromédian, là où il y a une représentation subjective des valeurs, il y a des gens qu'on aime. En général, on aime nos enfants, on a nos amis, ils ont une valeur, je vais revenir là, ils ont une valeur subjective. On aime le chocolat, c'est une valeur aussi. On peut mesurer la valeur, n'est-ce pas? La valeur comme le font les neuroéconomistes ou les psychologues. Et cette valeur est importante pour prendre des décisions. Et ce que vous voyez, c'est que quand ces psychopathes incarcérés regardent ces vidéos, ils ont beaucoup moins de réponses, de signal, de réponses neuronales dans le cortex ventromédian que les non-psychopathes. Une différence énorme. Énorme. Et en particulier, encore une fois, on peut refaire des catégories. Si vous prenez les psychopathes qui sont au-delà de 30, vous voyez, on est dans un aspect qui est, oui, c'est une dimension, une dimension. On va de très haut, les non-psychopathes, aux psychopathes qui répondent moins, mais c'est presque une catégorie pour nous, les gens qui sont au-delà de 30 sur la PCLR. Alors, je voudrais vous attirer votre attention sur une petite chose. Je sais que c'est un petit peu, on dit nerdy en anglais, c'est peut-être un petit peu trop pour vous, mais regardons ensemble les bar graphes avec ces couleurs violettes différentes. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est des bar graphes pour vous montrer la réponse dans le sillon temporal supérieur. Vous savez que c'est une région qu'on a appelée aussi TPJ, ridicule parce que c'est RTPJ à droite. Et c'est une région qui est fondamentale pour la perception des signaux sociaux, le mouvement biologique, la théorie de l'esprit. Je suis sûr que vous connaissez ça mieux que moi. Donc cette région est fondamentale pour détecter chez autrui ses intentions, ses désirs, ses émotions, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. C'est une région fondamentale au départ. Puis après, ça va partir, l'information va partir dans le cortex préfrontal, traité. C'est tout ça qui fait la théorie de l'esprit. Mais au départ, cette région RTPJ du cortex postérieur temporal est fondamentale pour détecter des signaux intentionnels et biologiques. C'est une personne, c'est pas un camion, c'est pas la même chose. Un flocon de neige, c'est pas la même chose qu'un oiseau qui fonce sur vous, etc. Donc c'est détecté dans cette région. Alors regardons ce qui se passe. C'est très intéressant. Vous avez j'ai rajouté ça hier soir parce que j'avais oublié les nombres. Le violet très très clair, c'est les prisonniers qui ont des très faibles niveaux de psychopathie, égal ou inférieur à 20 sur l'échelle de Bob Hare. Et les violets foncés, vous avez une réponse qui est celle des psychopathes qui sont au-dessus de 30. Et entre deux, les médiums. Alors regardez, moi j'ai trouvé ça intéressant. Quand ils voient une interaction sociale, comme la personne qui donne un coup de pied dans la tête d'un homeless, eh bien, vous avez une très, très grande activation de cette région chez les psychopathes. En revanche, quand vous regardez la réponse, quand c'était l'émotion sur un visage, il y a une réponse qui est négative. Ça veut dire, en gros, il n'y a pas de réaction. Vous voyez la distinction qu'il y a? Au sein d'une même région qui a un rôle fondamental, il détecte très bien l'interaction. Donc, ça revient à dire que les personnes qui ont des forts niveaux de psychopathie savent très très bien ce qui s'est passé dans la vidéo. Ils comprennent, rappelez-vous, ils sont rationnels, ils n'hallucinent pas. Ils savent très bien ce qui se passe, mais ils s'en fichent, en gros, pour faire simple. On va continuer là-dessus. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a quelque chose de particulier à travers toutes les études, c'est-à-dire pas que les miennes, les études sont faites en Europe, c'est la même chose au Canada ou au Mexique, on a cette constante qui est le rôle du cortex ventromédian semble vraiment très différent chez les personnes qui sont psychopathes. On ne parle plus des antisociaux de personnalité, on ne focalise que sur les psychopathes. Alors je vous rappelle, avant de dire qu'est-ce qui se passe, c'est intéressant, on sait beaucoup de choses sur cette région par des travaux qui sont faits chez l'animal,
Parce que c'est les mêmes organisations chez l'animal, chez tous les mammifères. C'est pas simplement les singes. On peut faire les mêmes études chez les rats, d'ailleurs. Les neurones du cortex préfrontal médian, ils codent la valeur motivationnelle des stimuli. Rappelez-vous, les personnes que vous aimez, ce que vous aimez étudier, n'est-ce pas? On aime la psychiatrie, on aime la psychologie ici, ça a de la valeur, on assigne de la valeur même à des choses purement intellectuelles. Il y a quelque chose de particulier, c'est que cette région, elle est connectée avec le tronc cérébral, l'aire tegmentale ventrale, qui est l'origine du système dopaminergique, l'hypothalamus, le striatum et l'amygdale, qui va permettre une modulation des réponses affectives dans la prise de décision. C'est une région fondamentale quand on prend des décisions, surtout des décisions sociales. Maintenant, si on s'intéresse aux lésions chez l'homme, c'est très intéressant parce que quand il y a une lésion de cette région, un accident de voiture, un traumatisme, ça perturbe les évaluations sociales et morales, pas forcément les autres. Mais quand il s'agit de faire des évaluations qui sont sociales et ou morales, là, il y a des perturbations. Vous vous rappelez sans doute bien avant moi qui a popularisé cette notion. Aidez-moi. Quelle est la personne que vous connaissez tous? On en parle moins maintenant. Oui, Damasio, Antonio Damasio, il a fait tout son travail. Il n'a pas fait son travail, parce qu'il a fait travailler essentiellement sur le langage. Mais il est devenu fameux parce que c'est un peu une théorie qu'il a un peu pris chez d'autres personnes, bien sûr, comme on fait tous. Mais quand il a publié ce livre chez Odile Jacob, qui est prodigieux, L'erreur de Descartes, ça ne veut pas dire que Descartes faisait des erreurs, ça reste un philosophe prodigieux, mais c'est de rappeler que les réactions, les informations affectives jouent un rôle très important dans des décisions adaptées. Et si on n'a pas cet aspect émotionnel quand on prend des décisions, on peut faire des graves erreurs. N'est-ce pas? Comme la personne qui va à Las Vegas, qui continue à perdre de l'argent, qui joue, continue à jouer à la roulette, il n'a plus d'argent, il continue. Il ne traite pas le signal qui est que tu n'as plus d'argent, il faut t'arrêter. Lésion. Donc, c'est associé à des décisions économiques qui sont irrationnelles, très généralement. Et puis, peut-être pour la chose, moi, qui m'a le plus fasciné dans ces travaux de lésions chez l'homme, c'est que quand il y a une atteinte qui est très précoce chez l'enfant, petit, on parle de 4 ans ici, eh bien, ces enfants ont beaucoup de... Mais je ne parle pas des psychopathes ici, pas d'un enfant qui peut être votre fils ou votre fille, mais il y a une lésion à cause d'un traumatisme ou une blessure de guerre ou un accident, un traumatisme crânien. Eh bien, si cette lésion arrive vers 4-5 ans, très tôt, ça interrompt le raisonnement, le développement moral, à vie. Alors, je dis, il y a peut-être des moyens de compensation, de thérapie, ça, ce n'est pas mon domaine, c'est le vôtre. Mais en tout cas, une lésion précoce de cette région va entraîner des déficits à vie dans le traitement très spécifique des valeurs morales, des normes sociales. C'est des gens qui ont beaucoup de mal à les comprendre. Et je n'ai pas dit que c'était psychopathes. Je dis que les psychopathes, en tout cas, se comportent de la même façon. Parce que les psychopathes n'ont pas de lésions. On les verrait, les lésions, n'est-ce pas? Et on connaît ce qu'ils avaient avant. Alors moi, ce qui m'a toujours fasciné, pour revenir, et c'est encore un point de convergence avec notre premier orateur, c'est que on sait très bien depuis Harvey Cleckley que moi, c'est ce qui m'a fasciné. Comme je l'ai dit, c'est pour ça que ça m'intéresse, c'est les psychopathes n'ont pas de conscience morale. Et on se pose toujours la question, c'est est-ce qu'ils ont la capacité de faire des jugements moraux ou est-ce qu'ils manquent de motivation morale? C'est ces deux questions différentes. Et c'est important pour la prise en charge, n'est-ce pas? Donc, c'est deux questions différentes. Il faut se poser la question. Donc. Et peut-être qu'ils n'ont pas la capacité. Il y a des gens qui ont fait des études, mais finalement, ils ne font pas les mêmes distinctions que nous entre les violations morales ou les violations conventionnelles. Vous pouvez aller dans un restaurant italien, manger des spaghettis avec vos doigts. Bah oui, vous allez vous brûler, mais bien important. C'est une convention. On mange spaghetti avec une fourchette, n'est-ce pas? Alors ça, c'est une étude intéressante parce qu'elle montre, c'est une étude de Aharoni, de notre groupe, dans laquelle d'ailleurs je ne suis pas co-auteur, enfin encore bien mieux. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait cette étude où ils ont montré à des psychopathes incarcérés qui ont des hauts niveaux de psychopathie, au supérieur à 25, ou des faibles niveaux, et aussi un groupe contrôle à l'extérieur de la prison, est-ce qu'ils sont capables de faire une classification morale? Est-ce que c'est OK de prendre la voiture de quelqu'un qui ne nous a pas prêté ses clés? C'est une violation morale, n'est-ce pas, dans toutes les cultures. Est-ce que c'est OK de violer une femme qui n'a pas envie d'avoir de relations sexuelles?
Toutes les cultures, non, c'est pas OK. Ça n'a jamais été OK d'ailleurs. Ça n'a jamais été OK. Est-ce qu'ils sont capables? Peut-être qu'ils ne sont pas capables. Eh bien, les résultats montrent qu'ils sont tout à fait capables. Comme tout le monde, ils n'ont aucun déficit de capacité de faire des jugements moraux. Ils savent très bien ce qui est bien ou mal, pour faire simple. Ils le savent. Mais donc ils font la distinction entre le bien et le mal, d'après toutes ces études, c'est une parmi d'autres, mais ils ne se soucient pas de cette connaissance, ni des conséquences qui déroulent de leur comportement. Donc ils ne s'intéressent absolument pas, ils sont totalement insensibles à leurs actions sur autrui. Mais ils sont narcissiques aussi, donc ce qui les intéresse, c'est eux. Hein, c'est comme certains hommes politiques, on les écoute, c'est moi, 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 I, me. C'est jamais nous. Ah, voilà. Et donc ça, c'est pour revenir là-dessus. Et je pense que c'est en lien en partie avec ce déficit de traitement de l'information dans le cortex ventromédial. C'est que les psychopathes ne sont pas motivés pour prendre soin d'autrui. Les autres, même leurs enfants, même leurs partenaires, n'ont aucune valeur. Ils n'assignent pas de valeur aux autres. C'est ce qui, moi, me fascine et que j'aimerais comprendre. Et ça, on pense que ça s'explique par cette réaction beaucoup plus faible dans le cortex préfrontal ventromédian, par la connectivité. Rappelez-vous, je vous ai montré qu'il y a une connectivité entre le lobe temporal et l'amygdale et cette région qui est atypique. Ils ont un faisceau, au lieu d'avoir une autoroute qui permet de l'information de passer très vite dans les deux sens, n'est-ce pas? Vous avez le boulevard périphérique, ça va dans les deux sens, beaucoup de voitures peuvent passer, surtout celles vont moins vite maintenant. Et vous voyez, je lis bien les journaux français. Eux, ils ont que deux voies, ils n'en ont pas quatre. Ils n'ont que deux voies d'information sur le plan anatomique. Donc, il y a beaucoup moins d'informations qui circulent. Et on sait que cette région qu'on appelle le cortex ventromédian ou orbitofrontal, c'est une région qui est un hub qui est vraiment important pour les comportements de soins, de prendre soin des autres, ou appeler ça le souci de l'autre. Le fait que la plupart des gens, quand ils ont des enfants, naturellement, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école ou de prendre des cours, faire des thérapies. En général, on aime ses enfants, on en prend soin. Après, il y en a qui ne le font pas, on est d'accord. Mais en général, c'est comme ça que ça marche. On a des associations affectives entre une personne et ce système, qui est un système qui est associé aussi au plaisir et le fait qu'en général, on aime les gens pour lesquels on prend soin. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Donc, c'est vraiment une région qui est essentielle, cette région du cortex orbitofrontal, pour se représenter les reward and punishment, ce qui est positif et négatif, associé à un objet. Ça peut être le chocolat, si vous aimez le chocolat, fumer des cigarettes, prendre de la cocaïne, aimer votre partenaire, aimer votre drapeau ou ce qu'on étudie. La même chose. Et on a besoin de cette région qui intègre des représentations mentales avec des représentations qui ont une valeur affective. Et plus elles ont une valeur affective, plus ça va renforcer notre circuit du plaisir. J'espère que je ne suis pas au-delà de mon temps. Je ne sais pas, encore 5 minutes. Alors ça aussi, c'est très important parce que maintenant, je crois que c'est quelque chose de vraiment important, surtout pour les personnes parmi nous ici qui s'intéressent à la psychothérapie, à la prise en charge. Ce qui, moi, ce n'est pas du tout ce que je fais, mais je sais que vous, c'est vraiment important ce que vous faites, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau, mais il y a beaucoup de travaux qui montrent ce que je vais vous montrer ici, qui est que les psychopathes, il y a quelque chose de particulier, encore une fois, surtout s'ils sont forts en psychopathie, facteur 1 et facteur 2, mais facteur 2, c'est essentiel, on est bien d'accord, c'est qu'ils ont tendance à surévaluer les récompenses immédiates. Alors, on peut faire des tâches comme celles qu'on fait en neuroéconomie, où on fait des tâches où il y a ce qu'on appelle le delayed discounting, où il y a deux choix. Il y a un choix, vous savez ce que c'est le marshmallow task qu'on fait avec les enfants. Il y a un choix qui est maintenant, mais qui rapporte moins. Il y a un choix qui est plus lointain, mais qui rapporte plus. D'accord? Au début, on prend le truc tout de suite, mais les enfants, ils vont développer leur capacité de contrôle, de self-control. Vous savez, il y a plein d'études qui montrent ça. Et beaucoup d'enfants vont, pas au début, mais petit à petit, aller vers le higher reward. Mais il faut attendre plus longtemps. Et c'est très intéressant parce que chez les psychopathes, ça ne marche pas comme ça. Vous voyez, ce que j'ai mis en orange, c'est que dans ces études, on mesure très très bien, et on a même une fonction mathématique qui est très précise, ils surévaluent les récompenses immédiates, négligent les conséquences potentielles,
qui peut être dangereuse au moral de leurs actions. Je crois que j'ai mis ça. Donc, on a une dérégulation de ce circuit cortico-striatal. On est dans le striatum, le circuit de la récompense. Il est vraiment dérégulé chez le psychopathe. Et ça, on peut l'étudier aussi chez l'enfant très petit. Dès qu'on peut scanner un enfant, on va le voir. Donc, moi, les enfants les plus petits que j'ai scannés, quand je dis scanner, c'est l'IRM, pour la psychopathie, on dit pas psychopathie, c'était 5 ans, 6 ans, c'est les plus petits. Avant, c'est difficile de scanner. D'accord ? Et on trouve la même chose. Mais ça ne nous dit rien d'où vient cette dérégulation. Ça ne nous dit rien. Ça nous dit, oui, c'est dérégulé, ce circuit est dérégulé, mais pourquoi ? Ça ne suffit pas de dire, oui, il est dérégulé. Il y a un super graphe qui montre que plus vous êtes psychopathe, plus vous allez avoir intérêt à aller vers les rewards immédiats. Je veux une voiture tout de suite. Et si tu attends un peu plus longtemps, tu vas pouvoir t'acheter une plus belle voiture, mais il faut attendre un petit peu. Donc ça vous parle, n'est-ce pas? Parce que vous avez affaire à des gens que vous voulez rééduquer ou aider à aller mieux ou à sortir de prison. Et là, c'est très intéressant parce que dans la même étude, ce qui a été fait, c'est qu'on a regardé la connectivité entre cette région dans laquelle il y a le codage des valeurs subjectives, comme en neuroéconomie, et la connectivité avec le cortex préfrontal qui permet d'avoir des goals, des buts, qui peuvent être des buts à long terme, pas simplement du court terme. Et vous voyez ici, c'est vraiment incroyable la corrélation, c'est que ceux qui ont des scores très élevés en PCLR, ils ont aussi une connectivité qui est beaucoup plus faible entre le nucleus accumbens, le striatum, c'est un des noyaux du striatum, et le cortex ventromédian. Vous voyez, il y a aussi une connectivité là qui est très précise, elle est réduite, et plus cette connectivité est réduite entre le nucleus accumbens et le cortex préfrontal ventromédian, où sont codées les valeurs subjectives des choses qui nous plaisent, que nous aimons, que nous voulons faire, plus vous allez trouver un facteur de psychopathie élevé. Et puis ça corrèle avec facteur 1 et facteur 2 aussi. Alors, je crois que j'ai bien tenu mon temps. Comme ça, on aura le temps de discuter. Qu'avons-nous appris? J'ai quelques diapos pour simplement vous montrer les questions qu'on peut avoir, en tout cas c'est celles que j'ai aujourd'hui. On a appris ensemble que ces travaux montrent qu'il y a des anomalies neurologiques qui ont un impact sur la prise de décision, l'empathie, le souci de l'autre et le jugement moral. Vous allez me dire, on le savait déjà depuis Harvey, Cleckley, bien sûr. Mais on montre les mécanismes quand même, on a fait des petits progrès. L'IRM, ce n'est pas toujours indispensable, mais quelquefois, ça aide à faire des progrès. Je vous ai montré que le circuit qui sous-tend les réponses aux signaux aversifs est dérégulé chez les psychopathes. Ils n'ont pas de réaction aux réflexes à ces choses-là. Quand ils voient des gens pleurer, souffrir, ils ne ressentent pas grand-chose, n'est-ce pas? Ils ont un traitement atypique dans les processus de renforcement des représentations, des punitions, des récompenses. Donc ça va très bien avec ce que tu as dit. Mon collègue de Belgique, on a parlé de ça. Tu n'emploies pas les mêmes mots, mais c'est exactement la même chose, sauf que moi, j'utilise les mots de la neuroéconomie, mais c'est exactement la même chose. Si on pouvait parler le même langage, ce serait pas mal. Mais chaque discipline a son langage. Mais vous voyez, il y a beaucoup de recouvrement entre les deux. Je vous ai montré qu'il y avait une dérégulation des signaux de valuation. La valeur qu'on assigne aux choses ou aux gens, et cette impulsivité qui, sauf ceux qui sont adaptés, comme nos hommes politiques, certains sont psychopathes, ils ne sont pas impulsifs, au contraire. Enfin, certains le sont. Hein. Il y en a un qu'on connaît bien. Il est sur Twitter tout le temps. Alors, il y a cette impulsivité, et cette impulsivité chez les psychopathes, elle est liée à une physiopathologie vraiment spécifique. C'est ça qui est intéressant pour vous, les cliniciens, parce que ce n'est pas la même impulsivité, ce n'est pas les mêmes réseaux qui vont contrer l'impulsivité chez quelqu'un dans la rue, qui n'est pas psychopathe. Vous voyez, il y a quelque chose de particulier, et à mon avis, ça, c'est important, parce que ça peut avoir des aspects très importants dans la prise en charge, et ça se mesure très, très bien. Qu'est-ce qu'on a appris? Moi, c'est ce qui me passionnait, c'est qu'on sait que les psychopathes ont une absence de scrupules moraux, mais moi, on ne sait toujours pas, est-ce qu'ils ont un déficit dans la capacité de porter des jugements moraux? Peut-être pas. Je vous ai dit, la plupart des études montrent qu'ils sont capables de faire des jugements moraux. Ils savent très bien quand quelque chose est mauvaise, mal, dangereuse pour l'autre ou pas. Ils savent très bien. Et moi, je pense qu'il manque, moi et d'autres, on pense que
Ce qui caractérise les psychopathes dans le domaine de la morale, c'est qu'ils n'ont pas de motivation morale. Ils n'ont aucune motivation morale. Et là, je prends encore un terme qu'on utilise, nous, en neuroéconomie. C'est comme si les psychopathes n'ont pas ce que nous avons, nous. On a une heuristique sur la morale. Vous savez, une heuristique, c'est-à-dire des façons de traiter de l'information de façon très rapide, parce que ça a été codé au niveau de l'évolution ou appris. Et heuristique, ça s'apprend, hein. Il y a un feu rouge, je m'arrête. Il y a du bruit, je fais attention. C'est des heuristiques, n'est-ce pas? Nous avons une heuristique, nous tous, qui arrive très très tôt chez les enfants, qui est que la morale, il y a des règles morales, et c'est un jeu à somme non nulle. La morale n'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire, je dois être moral, toi aussi, c'est bien pour moi, c'est bien pour toi, c'est bien pour nous tous. On a tous avantage à avoir un sens moral. On va mieux vivre ensemble, on va pouvoir coopérer. Ça ne veut pas dire qu'on ne triche pas de temps en temps, qu'on ne fait pas des bêtises, qu'il n'y a pas des petites choses. Mais quand même, il y a cette heuristique qui est qu'on n'a pas besoin d'y penser. Naturellement, pas besoin d'aller à l'école non plus, on a cette heuristique de jeu à somme non nulle, de sens moral. Eux, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Même quand c'est les gens de leur groupe, ils pensent qu'à eux. Et moi, la question que j'ai aussi, c'est pourquoi les autres n'ont pas de valeur pour les psychopathes? Je me rappelle, quand je parle avec eux, avant de faire la PCLA, je suis vraiment frappé que les autres n'ont pas de valeur. Leur valeur, c'est eux. Il n'y a qu'eux. Et ta fille? Et ta femme? Voilà, il aimerait bien qu'elle soit là, mais il n'y a pas de valeur. Ça, c'est vraiment. J'ai bientôt fini. Après, il y a des questions plus techniques. J'ai fini, c'est ma dernière diapo, donc comme ça, on a encore au moins un quart d'heure pour discuter. C'est pas si facile que ça, parce que je vous ai montré, c'est que c'est des gros groupes. C'est un avantage, n'est-ce pas? On n'a plus des petits groupes de 30 sujets, on a des groupes de centaines. Maintenant, c'est des milliers. Je dis, quand tu fais du machine learning, pour savoir si on est capable de déterminer le sexe de nos prisonniers, simplement après avoir mis un cerveau d'une femme et d'un homme, machine learning est capable de déterminer le sexe de l'IRM à 88% de chance. Pas si mal, hein? On n'est pas capable de nous le faire ça. Avoir un cerveau, je ne sais pas qui c'est, mais on peut. Mais en fait, vous êtes d'accord, c'est pas si facile que ça en psychopathologie ou en neuropsychologie de déterminer qu'est-ce qui est normal et anormal. Il est où le seuil de la normalité? Et même quand on parle de morale, il y a des gens qui s'arrangent avec la morale, il y a des gens qui trichent un petit peu. On sait très bien. Il y a plein d'études qui montrent, par exemple, si on fait une tâche expérimentale avec des étudiants dans laquelle ils peuvent gagner un peu d'argent, mais ils peuvent aussi tricher, en gagner plus en trichant, et on peut mesurer ça statistiquement. Il y a beaucoup plus d'étudiants qui vont tricher si on baisse la lumière dans la salle que si on met de la lumière. Le fait de ne pas avoir de lumière, c'est un signal qui fait qu'on sait très bien, on n'en a pas conscience, c'est automatique, pas de lumière, on devient anonyme, et là, on voit des gens, vous voyez, elle est où la normalité? Il y a des gens qui ne tricheront jamais. C'est 20%. Ils ne tricheront jamais. Il y a des gens qui tricheront toujours. Ça, c'est pas intéressant. Les plus intéressants pour moi, c'est ceux qui sont là et qui vont tricher un peu plus ou un peu moins. Qu'est-ce qui fait que les gens sont comme ça? Et ça, je vous parle des gens, c'est-à-dire vous et moi, en général. Ce n'est pas des antisociaux, ils ne sont pas en prison. Donc il y a plein d'études qui montrent qu'on est honnête, mais il y a des signaux qui favorisent l'honnêteté. Si on laisse les gens tricher, il y a des gens qui trichent, il y a des gens qui ne tricheront jamais. On peut revenir là-dessus parce que c'est des choses que j'enseigne en économie comportementale. Dans la plupart des cas, c'est bientôt fini, dans la plupart des cas, sauf pour l'impulsivité, parce que ça c'est vraiment important, l'ampleur des résultats que je vous ai montrés aujourd'hui, psychopathie cerveau est statistiquement faible et modérée. Soyons prudents dans ce qu'on fait. C'est vraiment faible et modéré, donc on peut faire quand même pas mal d'erreurs. Ceci dit, aux extrêmes, on est assez sûr de ce qu'on fait. Et puis après, il y a les questions neuroéthiques et juridiques, qui sont celles qu'on a, nous, aux États-Unis. C'est est-ce que les personnes psychopathes devraient-elles être considérées comme légalement responsables de leurs crimes? Aux États-Unis, en général, c'est la réponse, je ne sais pas vous, en Europe, c'est oui. C'est même un facteur aggravant, parce que nous, on a des avocats qui viennent nous chercher, et on demande d'aller devant le juge, et on fait un scan du présumé, et moi, je dis toujours aux avocats, vous êtes sûr que vous voulez que je scanne votre client? Vous êtes sûr? Parce qu'il croit, parce que si je vous montre que votre client est vraiment psychopathe, parce qu'il croit qu'avec le scanner, c'est encore mieux, qu'il y a un scanner pour ça,
ça va faire en sorte que la sentence va être réduite. En général, c'est l'inverse. Parce qu'on sait ils vont récidiver. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et pouvons-nous offrir une meilleure prise en charge? Ça, je suis sûr que c'est plus votre travail expertise que la mienne, en précisant le niveau de psychopathie et quel déficit, niveau de psychopathie, modéré, moyen ou extrême, ou et quel déficit est-ce qu'on voulait les intéresser à un déficit qui est plus cognitif, émotionnel ou motivationnel, qui peut être ciblé en fonction du niveau de psychopathie et du déficit émotionnel, motivationnel ou cognitif, peut-être les thérapies seront très différentes. Voilà, je vous ai dit raconter ça très rapidement, je vous remercie. Il y a mon email, n'hésitez pas. Si vous voulez, je vous envoie des articles ou des stimuli que j'ai utilisés. Envoyez-moi un email, je vous répondrai, je serai ravi. En tout cas, merci de m'avoir écouté pendant 1 heure et demie.